Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans une nouvelle vidéo, je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, je vous propose d'explorer ensemble deux termes qui ont fait couler beaucoup d'encre en sociologie du travail, mais aussi en sociologie de l'éducation. Ce sont les termes de qualification et de compétence. Allez, je vous explique tout. Comme on l'a vu dans des vidéos précédentes, le travail contribue très largement à alimenter l'identité et le statut social des individus. Mais comme on peut le constater facilement, certains emplois procurent plus de prestige que d'autres, et puis certains sont plus difficiles à occuper que d'autres. Il faut une formation plus ou moins longue, plus ou moins prestigieuse. Certains emplois font aussi l'objet d'une sélection plus ou moins poussée. Alors qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Quels sont les éléments qui déterminent le prestige associé à une activité et la complexité des conditions pour y accéder? Qu'est-ce qui détermine le niveau de diplôme nécessaire pour l'exercer? Eh bien, contrairement à ce qu'on pourrait penser, il n'existe pas de correspondance mécanique entre le travail effectué, la reconnaissance qu'il assure et le niveau de diplôme nécessaire pour l'exercer. Alors qu'est-ce qui peut bien fonder la hiérarchie sociale des métiers et de ceux qui les occupent? Pour essayer d'y voir clair, deux termes sont apparus successivement dans le monde du travail, le terme de qualification et le terme de compétence. Aujourd'hui, je vous propose de les explorer avec le regard du sociologue et une fois de plus, on verra que les choses sont beaucoup moins simples qu'il n'y paraît. Une première définition de la qualification pourrait être la suivante. Appréciation sur une grille hiérarchique de la valeur professionnelle d'un salarié en fonction de sa formation initiale, de son expérience professionnelle, de la nature de son travail et de son niveau de responsabilité. C'est une définition qu'on retrouve dans tous les bons dictionnaires. Un exemple célèbre de mise en œuvre, ce sont les fameuses grilles Parodi, mises en place en 1945 par le ministre du Travail français Alexandre Parodi. Ce système est fondé sur une dénomination et une hiérarchisation des postes de travail. Il a permis de donner un cadre général aux grilles de classification instituées par les différentes branches professionnelles. La classification des emplois Parodi consiste à positionner chaque poste dans une grille de classification prédéterminée en comparant son profil aux caractéristiques de quelques postes repères choisis dans une filière professionnelle. Bon, rapidement, ce modèle s'est révélé bien trop rigide pour tenir compte des évolutions technologiques et organisationnelles du travail. George Friedman, un des pionniers de la sociologie du travail, a été chargé dans les années 50 de définir ce que devait être la formation des ouvriers à une époque où il n'existait pas encore vraiment de formation professionnelle initiale véritablement stabilisée. Après une série d'enquêtes en entreprise, il a conclu en 1956 que la formation réelle se compose d'un savant mélange de savoir acquis par l'apprentissage théorique et par le savoir-faire résultant de la pratique. La formation réelle est une mise en dialogue entre théorie et pratique. Le travail de Friedman contribue à montrer que la définition de la qualification, telle qu'on l'a proposée il y a quelques instants, pose plusieurs problèmes. Le premier de ces problèmes, c'est le fait que le savoir possédé par les travailleurs est traversé par une mise en dialogue entre savoir formel et informel. J'ai bien dit mise en dialogue et pas superposition. Et puis ce savoir possédé par les travailleurs relève pour une grande part de ce qu'on pourrait appeler une qualification collective, c'est-à-dire un ensemble de savoirs et de savoir-faire acquis par le groupe de travailleurs et détenus par lui. On réalise parfois un peu tard l'importance de cette qualification collective après le licenciement d'une partie des ouvriers et la perte du savoir-faire qui en résulte. C'est par exemple ce qu'a très bien montré Kirsch en 1992. Alors qu'est-ce qui est qualifié au juste? C'est l'ouvrier lui-même, c'est le groupe d'ouvriers, c'est l'emploi? Bien, à ce stade de la réflexion, on est obligé de distinguer qualification des travailleurs et qualification des emplois. La qualification désigne en premier lieu la capacité à exercer un métier ou un poste. Cette qualification est essentielle pour assurer l'employabilité des personnes actives. Il s'agit donc d'une qualification des emplois. Chaque poste de travail nécessite certaines qualités et capacités humaines. L'ensemble des savoir-faire dans l'entreprise doit ainsi être détaillé et répertorié. Tout ça permet notamment d'obtenir des grilles de qualification nécessaires à l'établissement des salaires. Chaque branche de l'économie détermine ainsi des classifications d'emploi, des titres et des niveaux hiérarchiques, et tout ça vient alimenter les conventions collectives.
Pour obtenir la qualification des emplois, il faut une qualification des travailleurs. Et ça a deux significations. Il peut s'agir de la formation initiale validée par un diplôme, un CAP, un BTS ou un master. On parle alors de qualification personnelle. Elle est acquise par l'enseignement, mais aussi par l'expérience. C'est la qualification acquise au sein de l'entreprise qu'on appelle parfois learning by doing. Elle met en application des principes semblables à ce que George Friedman avait observé dès les années 50. Avec Jean-Daniel Reynaud, George Friedman propose de distinguer 4 éléments constitutifs de la qualification. Une composante technique mesurée par le temps de formation nécessaire, la situation dans l'échelle de prestige, l'aptitude et la familiarité nécessaires pour le maniement de la machine et la responsabilité dans la production. Par exemple, la responsabilité d'un nombre important de machines ou d'outils ou la manipulation d'un matériau précieux va augmenter la qualification. Le champ d'analyse des qualifications s'élargit à partir des années 80 et un terme vient s'inviter dans le débat, c'est le terme de compétence. D'après Guy Jobert, le poste de travail est défini par rapport à ce qu'on pourrait appeler le travail théorique, formalisé par les services chargés de l'organisation. Ce travail théorique détermine la qualification nécessaire des individus pour occuper ce poste. Dès les années 80, cette idée de travail théorique est remise en cause, notamment du fait de l'augmentation de l'exigence en matière de flexibilité, de polyvalence et d'adaptabilité. Les qualifications attendues d'un poste de travail évoluent sans cesse, il est donc apparu nécessaire de changer de manière de voir les choses. On est donc passé d'une gestion des qualifications à une gestion des compétences. La démarche compétence est centrée sur l'individu et non plus sur le poste de travail, et c'est une combinaison de 3 domaines. Le savoir, c'est-à-dire les connaissances générales et professionnelles, le savoir-faire, c'est-à-dire les aptitudes professionnelles, et le savoir-être qui renvoie aux qualités comportementales et relationnelles. C'est du côté de la linguistique qu'il faut aller chercher les premières réflexions marquantes sur la compétence. En linguistique, la notion de compétence est apparue en 1965 dans les travaux de Noam Chomsky. Pour Chomsky, la compétence renvoie à la capacité d'un locuteur d'une langue à construire et à reconnaître des phrases grammaticalement correctes et d'y attacher un sens. Le terme désigne donc le savoir appris et possédé inconsciemment. C'est un savoir implicite. Il n'est pas directement observable, il ne s'explique que dans l'acte de la parole, c'est-à-dire dans la performance, pour reprendre les termes de Chomsky. Bon, au départ, le terme n'avait donc pas grand-chose à voir avec le travail, mais la théorie de Chomsky a particulièrement séduit les psychologues du travail qui cherchaient depuis longtemps à comprendre et à décrire les processus de raisonnement à l'œuvre dans l'activité concrète du travail. C'est par ce biais que l'ergonomie cognitive s'est approprié le terme dans les années 80. En fait, il importait aux ergonomes de mieux appréhender le travail réel des opérateurs pour mieux les préparer à leurs tâches, pour les rendre plus performants dans des univers professionnels de plus en plus mouvants et concurrentiels. Si le sujet vous intéresse et que vous voulez approfondir la question, je vous invite à découvrir les travaux de Jean-Claude Sperandio. Je mets les références dans les commentaires de la vidéo. La notion de compétence s'est donc généralisée dans le monde du travail sur fond de concurrence, de flexibilité, de productivité. Mais alors que la notion de compétence désignait chez Chomsky des savoirs et des savoir-faire généraux transversaux à toute activité humaine, les entreprises, elles, ont utilisé le terme pour désigner des savoirs et des savoir-faire liés à des tâches spécifiques. Mais comme chez Chomsky, on va considérer que les savoirs et les savoir-faire qui fondent la compétence ne sont pas directement saisissables. Ils peuvent être déduits à partir de l'observation du comportement, notamment dans les situations de travail singulières et imprévues, de traitement des pannes ou de traitement des aléas. Ce qui est intéressant dans ces cas-là, c'est qu'il ne s'agit pas simplement d'appliquer une procédure, mais de faire jouer ces savoirs, ces savoir-faire et ces savoir-être dans des situations inédites. Les emplois sont donc désormais définis non plus par le contenu des postes et par des savoirs, mais à partir de situations donnant lieu à des compétences qui peuvent être isolées des fonctions. Le passage à la notion de compétence serait donc une notion utile aux politiques d'entreprise dans un contexte de transformation des organisations de travail. Ce passage à la notion de compétence marque à la fois la survivance du taylorisme et son échec, puisqu'il entérine le fait que, sans la participation active des travailleurs au processus de production, les méthodes conçues par les experts sont vouées à l'échec. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner à la chaîne en activant les notifications. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Salut!